Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Alors au programme d'aujourd'hui, je vais très rapidement revenir sur la dernière partie que nous avons pu travailler, puis je vous présenterai une nouvelle activité en écoute active qui portera sur un nouveau PPO. Enfin, je vous présenterai la nouvelle activité, donc pour le grand 3 de ce chapitre, qui sera donc une activité à commencer aujourd'hui, mais qui sera terminée pour la prochaine fois parce qu'il s'agit en fait d'un DM. Pour revenir très rapidement sur ce qu'on a fait hier, on a donc entamé un grand 2 qui s'appelle l'unification de la nation par l'affirmation des libertés fondamentales. Et en fait, ce qu'on avait vu dans ce grand 2, c'est que globalement, pour essayer d'unifier un petit peu cette nation, qui, je rappelle, sort d'une crise importante, d'une grande instabilité politique depuis la Révolution française, pour unifier un petit peu cette population-là, la Troisième République va avoir recours à l'affirmation de grands symboles républicains. Donc pourquoi? C'est en fait pour essayer de rassembler en fait tous les habitants de la France, les citoyens français, autour de symboles et de valeurs communs. Donc parmi eux, parmi ces symboles-là, on va pouvoir citer par exemple la Marseillaise, la Marianne ou encore le drapeau tricolore qui vont être vraiment mis en avant dans des défilés et de manière générale en fait par le gouvernement de la Troisième République. Ce qu'on a également pu voir, c'est que cette unification de la nation, elle passe par l'affirmation de libertés fondamentales. Donc les libertés fondamentales, vous avez pu les définir, et en fait ça se définit comme étant les libertés définies par finalement la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui correspondent en fait aux droits dont dispose chaque individu en tant qu'être humain. Donc parmi ces grandes libertés fondamentales, on va en avoir quelques-unes qui vont se mettre en place durant la période. Les plus importantes qu'on va pouvoir citer, ça va être dans un premier temps la question de la liberté de la presse, qui va se mettre en place dès 1881, mais également l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire de 6 à 13 ans, donc ce qu'on appelle les lois Jules Ferry. On va également pouvoir citer d'autres grandes libertés qui vont se mettre en place, à l'image du droit de divorcer à partir de 1884, mais également la liberté de syndicat. Justement, ça on avait pu en parler dans le chapitre d'histoire précédent, donc ça y est, les syndicats sont autorisés en France. Pour transmettre toutes ces grandes valeurs, finalement, la Troisième République va avoir recours aux instituteurs, ce qu'on appelle les hussards noirs, parce que ils sont habillés tout en noir, globalement. En fait, ça va être le rôle de ces instituteurs de transmettre finalement ces grandes valeurs de la République, et ces nouvelles lois, ces nouvelles libertés, en fait, à la population et surtout aux futurs citoyens. Donc c'est pour ça que les instituteurs ont finalement un rôle très important dans la Troisième République. Enfin, un autre point qu'on a pu voir, c'est que ces grandes lois, ces grandes libertés fondamentales, elles sont mises en place par quelques grands personnages de la Troisième République, toujours. On a donc pu citer ici Léon Gambetta, Georges Clémenceau ou Jules Ferry. Et je vous avais rapidement parlé dans l'activité d'essayer de comparer ça, en fait, essayer un petit peu de voir en quoi est-ce qu'ils ont eu un impact important dans l'histoire de France en comparant avec la ville d'Épinal. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on va retrouver deux collèges qui portent les noms de ces grands personnages, donc Jules Ferry, mais également Georges Clémenceau. Et enfin, on a une avenue, l'avenue Gambetta à Épinal, qui se situe à côté du cours, qui donc porte le nom de Léon Gambetta, encore une grande figure de la Troisième République. Enfin, pour terminer cette partie-là, nous avons pu travailler sur donc un PPO, un point de passage et d'ouverture, portant sur les funérailles de Victor Hugo en 1885. Et finalement, ce qu'on a pu voir, c'est que autour de cette personne de Victor Hugo, on a eu toute une imagerie importante en fait qui a été mise en place pour justement en fait essayer de glorifier cette personne qui a été un fervent défenseur de la République. Et on a vu que ça a plutôt marché, puisqu'on a vraiment eu un deuil national avec l'Arc de Triomphe drapé de noir, mais surtout après 1 million de personnes qui ont assisté, qui ont suivi le cortège funéraire. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important, finalement, pour, encore une fois, unifier la nation autour de valeurs et de symboles communs. Pour terminer ce grand 2, je vais vous proposer un autre point de passage et d'ouverture qui cette fois-ci pour le coup va vraiment finir notre grand 2 qui je rappelle s'appelle l'unification de la nation par l'affirmation des libertés fondamentales. Et en fait, ce qu'on va pouvoir voir c'est que parmi ces grandes lois qui vont justement permettre d'affirmer ces libertés fondamentales, on va en avoir une qui est particulièrement importante, à savoir la loi de séparation des églises et de l'État qui date de 1905. Vous avez pu voir sur Pronote, et je vous l'ai dit ici, c'est une activité en écoute active. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre sur Pronote pour récupérer cette carte mentale-là et la remplir à partir de ce que je vais dire actuellement. Donc, je vais rapidement parler de cette loi de séparation des églises de l'État en 3 parties. Une première où je vais parler du régime concordataire, donc ce qu'il y avait avant justement cette loi de séparation des églises et de l'État. Puis je vais m'attarder un petit peu plus sur la loi de 1905 en elle-même, pour finalement terminer avec la loi de 1905 aujourd'hui, puisque vous allez pouvoir le voir,
il y a quelques exceptions à cette loi de séparation des églises et de l'État. Pour commencer, on va donc évoquer la question du régime concordataire. Donc le concordat est signé en 1801 entre Napoléon Ier et le pape Pie VII. Alors pourquoi vous allez me demander, en fait ce concordat-là, il va être signé parce que la France sort d'une situation de crise, à savoir la Révolution française. Or, vous le savez, avant la Révolution française, l'Église catholique avait un pouvoir important en France. Et justement, cette Révolution française, elle est venue casser tout ça en vraiment séparant l'Église et l'État et en rendant la France un pays laïque. Ça plaît pas tout à fait à l'Église et on va en fait avoir une véritable rupture qui s'est mise en place entre la France et l'Église catholique. Justement, l'objectif du Concordat, ça va être un petit peu de faire se rabibocher ces deux entités pour que les deux puissent un petit peu plus vivre en communion, si je puis dire. Alors, ce concordat, il va être composé de 39 articles qui sont en soi relativement brefs et courts, mais il y en a 3 qui vont nous intéresser particulièrement. Le premier, c'est que désormais, les hommes d'église seront payés par l'État. Donc, c'est plus l'Église qui va les payer, mais directement l'État. Ils vont être considérés comme des fonctionnaires. Ensuite, les bâtiments publics vont être cédés au culte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, pour la religion catholique, les églises vont être cédées à l'Église catholique. C'est-à-dire que ça n'appartient plus à l'État, ces bâtiments-là n'appartiennent plus à l'État. Enfin, le dernier point qui est important, c'est que le catholicisme va être mis en place comme religion officielle. Toutefois, et ça c'est important de le préciser, on a quand même une liberté de culte, c'est-à-dire que on va pas uniquement avoir la religion catholique en France, et on va avoir également des synagogues pour la religion juive, mais également des temples protestants. Et ici aussi, les hommes d'église vont être financés par l'État, donc c'est pas uniquement pour la religion catholique. Mais encore une fois, voilà, c'est pour le coup la religion catholique qui va être la religion officielle de l'Empire. Et ce régime concordataire, finalement, il va nous mener jusqu'en 1905. Jusqu'en 1905, le régime concordataire va être mis en place, voilà, il est là. En 1905, ça va être fini parce que justement, on est dans la Troisième République et on commence à avoir de plus en plus d'avis anticléricaux qui vont se mettre en place. L'anticléricalisme, c'est l'opposition à l'Église, en fait, tout simplement. Et cette loi de 1905, elle va être mise en place par Aristide Briand. Donc un homme politique important qui va justement acter finalement cette loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je disais, on a un contexte de conflit entre les cléricaux, donc ceux qui vont supporter l'Église, et les anticléricaux, ceux qui s'opposent à justement l'union de l'État et de l'Église. Et justement, ces conflits, ils sont particulièrement importants à cette époque-là, donc sous la Troisième République, ce qui explique qu'on va mettre en place cette loi de 1905. Alors les objectifs, ils sont multiples, il y en a deux principaux. Le premier, ça va être de freiner l'influence de l'Église en France, parce que, encore une fois, l'Église est finalement assez importante en France, parce que, en fait, c'est de manière générale, les hommes d'Église et de manière générale les catholiques vont être assez conservateurs et vont parfois s'opposer un petit peu aux décisions des républicains. Mais pour la plupart, ils vont parfois même soutenir les monarchistes. Donc voilà, ça pose vraiment des problèmes pour les gouvernements républicains, donc ce qui fait qu'ils veulent séparer ces deux entités-là. L'autre point, c'est qu'ils veulent absolument garantir la liberté de conscience. Comme je disais, on a la liberté de culte, mais de manière générale, c'est l'Église catholique finalement qui va être la religion officielle de la France. Et ça pose des problèmes vis-à-vis de la laïcité. Enfin, il va y avoir donc 3 grandes conséquences vis-à-vis de cette loi de 1905. La première, c'est le fait que les cultes ne sont désormais plus financés par l'État. Donc ce que ça veut dire, c'est que les hommes d'église ne sont plus payés par l'État, ce ne sont plus des fonctionnaires, ils sont directement payés par l'église ou par les dons des fidèles. Ensuite, les signes religieux sont interdits dans les bâtiments publics, donc on ne verra plus de croix par exemple dans les mairies, dans les écoles, etc. Et enfin, le dernier point, c'est que justement les églises dont je parlais tout à l'heure qui désormais appartenaient à l'église catholique, ce n'est plus le cas. Les bâtiments religieux sont cédés aux communes dans lesquelles elles se trouvent, et c'est donc ces communes qui vont devoir les gérer. Toutefois, les cultes ne vont pas devoir payer de loyer. Ce sera donc prêté, ces bâtiments leur seront prêtés gracieusement. Il n'y aura pas de loyer à payer ou de frais supplémentaires. Enfin, pour terminer, vous pouvez voir, il y a une branche sur la loi de 1905 aujourd'hui, et ça peut vous paraître surprenant parce que c'est quand même une loi qui a désormais 116 ans. Le fait est qu'il y a des espaces en France qui ne sont pas en fait sous cette loi de séparation des églises et de l'État, qui sont encore sous le régime concordataire.
Il y en a deux principaux, et le premier, ça va être la Guyane. Alors la Guyane est toujours sous un régime concordataire aujourd'hui, parce qu'en fait, ça a été acté finalement en 1939 que cette loi de séparation des églises et de l'État ne serait pas valable en Guyane, tout simplement. Ensuite, il y a un autre territoire qui cette fois-ci va être un peu plus intéressant d'un point de vue historique, ça va être la question de l'Alsace et de la Moselle. Parce que pour rappel, l'Alsace et la Moselle, à cette époque-là, ben, ce sont trois départements qui sont allemands. Et donc quand cette loi de séparation des églises et de l'État passe, eh ben, ces trois départements ne sont finalement pas concernés du tout. Et quand ils vont réintégrer la France par la suite, bah, au final, ce ne sera, comment dire, le Concordat va rester en place. Donc la loi de séparation des églises et de l'État, encore actuellement, n'est pas en place en Alsace et en Moselle, ce qui fait que là-bas encore, les hommes d'église sont des fonctionnaires. Voilà donc en ce qui concerne notre grand 2 que nous venons de terminer avec cette carte mentale en écoute active. J'espère que vous aurez réussi à remplir cette carte mentale à partir de ce que j'ai dit. Normalement, ça ne devrait pas poser trop de soucis, mais n'hésitez pas à me poser des questions par mon bureau numérique en indiquant dans l'objet du mail que vous avez eu une difficulté pour que voilà, j'y réponde le plus rapidement possible. Ceci étant fait, on va pouvoir passer maintenant à la dernière partie de notre cours qui est portée sur la République contestée et en débat. Là, on vient de voir que justement la Troisième République, les gouvernements de la Troisième République du moins, mettaient énormément de choses en place pour réussir à unifier la nation, faire en sorte que tout le monde en fait adhère à ces valeurs républicaines, à ces grandes libertés fondamentales, à ces grands droits, mais également à la séparation des églises et de l'État. Il se trouve que c'est pas le cas. Et on est encore dans une situation où finalement la Troisième République va être très contestée pour le coup. C'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements qui vont s'opposer à la Troisième République. Ces mouvements, ils peuvent être de plusieurs types, notamment des mouvements anarchistes, on aura l'occasion de le travailler, mais on va également avoir des mouvements contestataires vis-à-vis de la place des femmes dans la société. Pourquoi est-ce que je parle de la place des femmes dans la société de la Troisième République? Eh bien, vous avez pu le constater, on est au suffrage universel masculin. Et encore une fois, en fait, les femmes sont complètement mises de côté vis-à-vis de la politique du pays. Ça, c'est dû à une raison qui est finalement assez simple, c'est que on avait pu le travailler quand on a parlé de l'école. Finalement, en France, les filles étaient plutôt éduquées dans des milieux catholiques avant les lois Jules Ferry, parce qu'il n'y avait tout simplement pas d'école primaire adaptée aux filles. Ce qui fait que finalement les femmes sont des personnes qui sont relativement conservatrices et finalement assez opposées finalement à toutes les grandes évolutions que veulent mettre en place les républicains. Donc ça leur fait très peur justement à ces gouvernements républicains qui mettent volontairement de côté ces femmes dans le spectre politique. Toutefois, on va avoir des mouvements, encore une fois, contestataires qui vont remettre ça en question en disant tout simplement que c'est pas normal, que les femmes n'aient pas le droit à la parole dans la Troisième République, et donc on va avoir des actions qui vont être menées. Enfin, il y a un autre point qui est très important, c'est la question de l'antisémitisme et du nationalisme en France. En effet, derrière ces beaux aspects de Troisième République très démocratique, qui met en place de grandes valeurs républicaines issues de la Révolution, finalement, on a quand même une très grande partie de la population qui va être encline à finalement sombrer dans ces avis antisémites et nationalistes. Et ça, en fait, l'exemple le plus frappant, ça va être l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, on en avait certainement parlé, on aura l'occasion de le travailler dans l'activité, mais pour faire très simple, l'affaire Dreyfus, c'est un officier juif alsacien de l'armée qui va être accusé de trahison, alors que justement, en fait, c'était pas lui qui était à l'origine de cette trahison-là, mais il va être accusé parce que justement, précisément, il est juif. Et ça va vraiment diviser la société française de cette époque-là, qui va être divisée en deux camps, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on va pouvoir travailler ici. Alors pour travailler cette activité-là, pour travailler ce grand 3, je vais vous proposer une activité qui diffère un petit peu de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Toutefois, je vous invite à bien écouter ce que je vais dire là, parce que il s'agit d'une activité notée, donc qui sera à me rendre pour le mardi de la rentrée. Alors justement, cette activité, je vais vous la présenter et elle se présente sous la forme ci. Donc comme je vous disais, c'est une activité qui diffère un petit peu de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc ce que j'ai fait en fait ici, c'est que je vous ai écrit en fait l'intégralité du cours. Donc la République contestée en débat, un petit A sur des libertés encadrées et exclusives aux hommes, un petit B sur l'existence de courants révolutionnaires, un petit C sur une France réactionnaire et cléricale, et enfin un petit D sur une France nationaliste et antisémite.
En fait, ce que je vais vous demander, c'est que là, comme je disais, je vous ai écrit le cours, et parfois, à côté, vous allez pouvoir voir exemple à développer, où je vous demande de rédiger un court paragraphe où vous allez présenter certains éléments. En fait, ce que je vais vous demander, c'est d'illustrer certains exemples que j'évoque très brièvement dans le cours, dans la partie écrite du cours. Par exemple, je vais prendre le premier exemple ici, donc pour des libertés encadrées et exclusives aux hommes, dans la troisième partie de ce petit A, je vous parle des revendications suffragistes qui vont apparaître là, mais également d'un journal La Fronde. En fait, dans les exemples à développer, justement, je vais vous demander de me parler de cette notion de suffragisme, mais également voilà, du journal La Fronde, justement, de me dire un petit peu qui est sa directrice, quelles sont ses dates d'existence, et donner quelques-uns de ses chiffres. Mais je vous demande également d'aller plus loin sur un autre point, à savoir me parler d'Hubertine Auclair, qui, vous allez voir, est un personnage très important et très intéressant finalement dans la période. Et voilà, en fait, c'est ça que je vais vous demander. Donc, quand je vous dis un court paragraphe, je vous demande pas de me faire une page et demie, bien évidemment. C'est m'écrire un petit quelque chose, une petite dizaine de lignes, voilà, pour la moitié de la page. Mais voilà, c'est me faire quelque chose de relativement court, entre 5 et 10 lignes, c'est largement suffisant pour tout dire. Comme je disais, c'est une activité qui va être notée. Et justement, en fait, si vous allez devoir remplir ces exemples-là, développer ces exemples-là, il va bien falloir les trouver quelque part, ces informations. Et justement, il se trouve qu'il y a quelques temps déjà, on a travaillé la question de la méthodologie des sources, de présentation des sources. Et c'est justement ça que vous allez remobiliser ici, c'est-à-dire que vous allez faire des recherches sur Internet et vous allez me citer les sources utilisées, donc en vous assurant que ce sont des sources pertinentes, vous assurer qu'elles sont bien citées, mais surtout essayer de ne pas faire que du Wikipédia. Ça m'arrangerait. Et un autre point qui est très important et que j'ai mis en gras ici, ne faites pas de copier-coller, ne faites surtout pas de plagiat, parce que, un, je vais m'en rendre compte, parce que c'est jamais discret, deux, si jamais j'ai un doute, je vais juste passer ça dans Google et j'aurai ma réponse, et surtout, en fait, si vous me faites un gros pavé copier-coller, je ne vais pas compter la réponse, et ce qui fait que vous allez perdre des points sur la note. Parce que oui, comme je vous ai dit, c'est une activité qui est notée, et justement, je vous ai mis une grille d'évaluation juste en dessous. Donc sur cette point, je vais évaluer finalement le développement des exemples. Est-ce que les exemples sont bien développés, bien rédigés et suivent les indications proposées? Donc quand je parlais des indications, c'est celles qui sont juste ici en fait. Et sur 3, donc ici, je vais vous évaluer sur les sources utilisées. Donc les sources utilisées proviennent de sites fiables et sont présentées suivant la méthodologie travaillée en classe. Donc encore une fois, je vous invite à retourner voir cette méthodologie-là si vous avez des questions. Une autre chose que je vais vous demander, et ça me tient à cœur parce que sinon je ne m'en sors pas et ça me prend un temps fou, ça va être de m'indiquer votre nom et prénom déjà dans l'objet du mail, mais également dans le nom du document. En faisant ça, moi, ça m'évite de devoir renommer tous vos documents un par un en fouillant dans vos adresses mail pour savoir à qui appartient l'adresse mail BG du 88, parce que ce genre de choses, ça me prend quand même du temps et c'est pas forcément toujours pratique. Donc déjà, ce que je vais vous demander, c'est de l'envoyer de préférence par mon bureau numérique, ce qui va régler le problème du nom. Mais voilà, surtout, veillez bien à mettre le nom du document, votre nom, pardon, dans le nom du document, comme ça, au moins, ça va beaucoup plus vite pour moi. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ce que je devais vous présenter. En cas de question, n'hésitez pas à m'envoyer un message par Discord. C'est plus simple pour moi par Discord, parce qu'au moins j'ai les notifications, ce qui n'est pas toujours le cas avec les mails. Et donc sur ce, maintenant que j'ai un petit peu tout présenté, je vous souhaite à tous un bon travail, mais surtout de bonnes vacances. Reposez-vous bien, et on se reverra à la rentrée.